Pour débuter cette journée, donc, je vais inviter Sandrine Paillard à me rejoindre. Sandrine Paillard, qui est économiste, qui travaille depuis 6 ans maintenant pour le programme international de recherche Future Earth, programme qu'elle va nous présenter. Et alors je ne vais pas dérouler tout votre CV, mais j'aimerais simplement souligner qu'auparavant, vous avez travaillé à l'Agence nationale de la recherche pour la collaboration sur les changements environnementaux globaux, que vous avez également passé 7 ans à INRAE en tant que directrice de l'unité prospective de l'Institut, et puis que vous avez travaillé au Commissariat général du plan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Personnellement, pour être tout à fait transparent, je ne connaissais pas le Commissariat général du plan. Et il faut savoir qu'en réalité, c'est une institution très importante puisque le Commissariat général du plan était chargé jusqu'en 2006 de définir la planification économique du pays à travers des plans quinquennaux. Voilà, alors forte de toutes ces expériences, vous allez non seulement donc, nous parler de Future Earth, mais également, j'imagine, de sciences de la durabilité, comme j'ai énoncé tout à l'heure, de l'intérêt de développer des connaissances qui portent sur l'avenir et puis de la nécessité d'y intégrer dans cette démarche de production de connaissances les sciences humaines et sociales. Voilà. Oui, ça va venir, ça vient. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour l'événement et puis pour cet exposé d'introduction. Donc, en effet, je vais vous parler de sciences de la durabilité. Pour moi, c'est vraiment synonyme de sciences de l'anticipation. Il y a des débats dans la communauté sur comment on devrait appeler ces sciences ou cette approche scientifique. Et je vais vous parler de ma lecture. Et en effet, je ne vais pas beaucoup parler de Future Earth, mais quand même, ma lecture, elle vient beaucoup de mon travail dans Future Earth. Et Future Earth, c'est un programme de soutien aux collaborations internationales dans les sciences de la durabilité. Donc, je ne suis pas chercheur. Je travaille plutôt à soutenir les chercheurs qui veulent s'engager et qui sont engagés dans les sciences de la durabilité. Donc, notre travail en tant que secrétariat de Future Earth, c'est de promouvoir les travaux des chercheurs, les aider à développer des capacités pour leur recherche en sciences de la durabilité, les aider à développer des agendas de recherche, des synthèses de connaissances. Et le programme Future Earth est accueilli par différents pays, dont, en tout cas le secrétariat est accueilli par différents pays, dont la France, et nous sommes financés par le ministère de la Recherche, le CNRS, l'IRD, Allenvie, l'Alliance des instituts qui travaillent sur l'environnement, l'ANR et Sorbonne Université. Et ce programme a été créé en 2015. Donc Future Earth, Future Act, il y a quand même pas mal de points communs. Il y a quelques grandes différences. Nous, Future Earth, on est au niveau mondial, alors que Future Act, c'est vraiment focalisé sur la région. Et puis c'est vrai que dans Future Earth, c'est un peu tout défi de durabilité et c'est moins sans doute focalisé sur l'adaptation au changement climatique. Mais je voudrais vous montrer à quel point il y a des points communs et c'est très important de travailler à différentes échelles et d'interagir entre ces différentes échelles. Et donc, pour vous montrer ça, je vais vous parler un peu de l'évolution des sciences de la durabilité depuis le début des années 2000, où on a entendu un peu pour la première fois le terme sciences de la durabilité, notamment avec un article de Cates en 2001. Et c'est défini dans cet article, les sciences de la durabilité, comme se focalisant sur la compréhension des interactions entre nature et société. Donc c'est vraiment très large. Et on se focalise à ce moment-là, en tout cas au début, sur est-ce qu'on peut et comment satisfaire les besoins humains fondamentaux, tout en préservant les systèmes qui permettent la vie sur Terre. Et à la fin des années 2000, parmi les travaux les plus, sans doute qui ont eu le plus de retentissement, il y a les fameuses planetary boundaries ou les limites planétaires qui définissent 9 grandes limites à l'échelle planétaire, notamment liées à la biodiversité, au climat, au cycle de l'azote, à l'usage des terres, au cycle de l'eau. Et puis, il y a une évolution que je trouve assez importante avec l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable
donc qui a été mis en place. Cet agenda, il est sorti en 2015. Et cet agenda, ainsi que l'implication croissante des sciences sociales et des humanités dans les sciences de la durabilité, va mettre en avant de plus en plus les questions de justice et d'équité dans les sciences de la durabilité. Et puis il y a une nouvelle phase, je trouve, moi, depuis quelques années, que j'associe beaucoup à l'accord de Paris et à la déception qu'a suscité finalement depuis quelques années le fait que l'accord de Paris a suscité beaucoup d'espoir, et maintenant il y a quand même une grande déception liée sans doute à l'importance de l'espoir que ça a suscité à l'époque, puisqu'on a à la fois c'est aussi une période où on parle d'anxiété environnementale ou écologique. C'est une période où les jeunes se mobilisent, et aussi où on voit pas mal d'actions et d'actions locales de militants. Et vraiment, ça pose la question, puisque l'accord de Paris n'a pas permis de réellement agir de façon suffisante par rapport aux défis. Ça pose la question aux chercheurs de comment ils peuvent mieux lier connaissance et action. Alors sur la place croissante pour les questions de justice et d'équité, et pour les SHS, les sciences humaines et sociales, comme je le disais, les ODD, on peut les critiquer, mais ils ont le mérite de bien mettre en évidence la diversité des objectifs de développement. Je mets développement entre guillemets ici, les objectifs pour le futur, on va dire. Et ils posent aussi la question des liens fondamentaux qui existent entre les limites sociétales et les limites biophysiques. Dans les limites planétaires, on parle de l'humain en tant qu'entité qui a un impact sur l'environnement, mais du coup, c'est une vision de l'humain assez désocialisée et anhistorique. C'est vraiment un tout, l'humain, et on ne regarde pas comment les interactions entre les humains donnent l'impact sur l'environnement. Donc l'idée, c'est vraiment, pour les sciences sociales et les humanités, de mieux comprendre la relation entre organisation des sociétés et destruction de l'environnement. Et je voudrais donner quelques exemples importants de cette relation. D'abord, et on le sait tous, répartition inégale des causes et des impacts, notamment du changement climatique. Les relations sociales, que ce soit les modes de production, de propriété, les modes de vie, les asymétries de pouvoir, peuvent être des facteurs de destruction de l'environnement. Les relations sociales ont aussi un impact sur l'adaptation des communautés les plus défavorisées, notamment au changement climatique. Et les exemples les plus tragiques, c'est les déplacements de population, par exemple, pendant les conflits armés ou dans les mouvements de colonisation. Les inégalités aussi peuvent être un frein aux transformations, aux transitions. Par exemple, si on a une inégalité forte dans l'accès à des modes de transport, des modes d'habitat, des modes d'alimentation sains et durables, on ne peut pas vraiment espérer que la transition va toucher l'essentiel de la société. Les politiques publiques peuvent avoir un effet d'exacerbation des inégalités, ou bien peuvent créer de nouvelles inégalités. Par exemple, la taxe carbone, c'est un exemple assez parlant sur les populations rurales versus urbaines. Les politiques urbaines, si on veut développer un quartier avec des mobilités douces, avec des espaces verts, le risque, c'est la gentrification et donc des populations qui sont finalement, entre guillemets, expulsées de la zone. Et puis aussi, il y a cette question de justice procédurale, c'est-à-dire comment les acteurs peuvent s'impliquer, peuvent participer à la décision dans les transitions. Et si on a une injustice procédurale, parce que tous les acteurs ne peuvent pas réellement s'impliquer, le risque, c'est que les transitions n'aient pas de légitimité sociale. Et donc qu'elles ne s'enclenchent pas. Alors c'est peut-être le moment de parler de définir durabilité. On a la définition classique du rapport Brundtland. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs.
Mais si on implique plus les sciences sociales et les humanités dans cette définition, finalement, on va arriver sur une définition un peu complémentaire. Et j'en ai pris une, celle de Mélissa Lich, où pour elle, c'est la capacité à maintenir des valeurs définies de bien-être humain, d'équité sociale et de qualité environnementale sur une période indéfinie. Et là, vous voyez qu'on est moins sur l'objectif, comme dans le rapport Brundtland, mais vraiment sur les processus, comment on construit ce qu'on définit comme durable ou désirable, puisque finalement, ici, durable est complètement, on peut vraiment parler de futur durable ou de futur désirable. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est la diversité des objectifs et donc des trajectoires possibles. C'est équité, qualité environnementale, bien-être humain. Et on peut mettre différentes choses selon nos intérêts, selon nos valeurs. On va avoir différentes priorités en termes d'objectifs. Puis ça met du coup en avant aussi la normativité du développement durable, puisque différents acteurs et différents groupes d'acteurs peuvent avoir différents objectifs, ou en tout cas, ils ne vont pas mettre le même poids sur différents objectifs. Donc, les sciences de la durabilité sont normatives et politiques par définition, ce qui est quand même pas très facile, mais il faut quand même, je pense, le reconnaître. Ce qu'on voit aussi, c'est une place clé pour l'interdisciplinarité. J'ai vraiment insisté sur l'importance des sciences sociales et des humanités aux côtés des sciences naturelles, évidemment pour comprendre les socio-écosystèmes, les problèmes de durabilité, mais aussi pour proposer des options. Il faut forcément, à un moment, en tout cas, travailler en interdisciplinarité. Une autre question très très importante, c'est l'incertitude. Vous voyez sur ce graphique, il y a sur l'axe des abscisses, il y a la connaissance sur les différentes possibilités sur les différents futurs possibles. Pensez au changement climatique dans la région, par exemple. Je crois qu'il y a encore une incertitude sur est-ce que ça va se traduire par plus de précipitations. Bon, il y a différentes possibilités de futur. Donc, selon qu'on connaisse très bien ces différentes possibilités ou pas, ça va être problématique ou non problématique. Et puis après, c'est la connaissance sur les probabilités d'occurrence de chaque option, plus ou moins de précipitations à telle période, etc. Et là, pareil, ça peut être, on peut bien connaître ces probabilités d'occurrence ou mal connaître. Et quand on connaît bien les deux, eh bien, on est dans le domaine du risque et on peut faire une analyse de risque. Mais il y a d'autres types d'incertitudes qui sont pas réductible au risque, et ça va de l'ignorance totale, quand on n'a aucune connaissance ni de la probabilité d'occurrence, ni des occurrences possibles. Donc vous voyez que quand même, on se situe souvent au moins dans l'incertitude dès qu'on parle de sciences de problèmes de durabilité. La complexité aussi est un point important dans les sciences de la durabilité, vous avez peut-être entendu parler des wicked problems, mais de façon peut-être encore plus évidente. Un problème complexe, on a une complexité dynamique. Vous voyez en haut à gauche des différents objectifs de développement durable et comment ils interagissent. Les dynamiques urbaines, de climat, de biodiversité, de santé, elles interagissent. Et donc, évidemment, le résultat, étant donné toutes ces interactions et les rétroactions qu'on peut avoir, c'est assez complexe. On a une complexité générative au sens où on n'a pas la connaissance suffisante pour prévoir, une complexité sociale, comme je le disais, diversité des valeurs et des cultures, des valeurs et des intérêts qui sont possiblement conflictuels, des connaissances qui sont controversées, parfois contestées, et puis des asymétries de pouvoir dans le sens où les groupes sociaux qui influent sur la décision n'ont pas tous le même pouvoir sur cette décision. Donc, du coup, ça questionne le lien entre connaissance et action, puisqu'on peut avoir une approche très linéaire pour les chercheurs qui peuvent se dire en produisant et en communiquant bien les connaissances dont les acteurs ont besoin, les acteurs vont prendre les bonnes décisions. Et là, on peut réellement appliquer les analyses de risque. On peut être dans l'evidence-based, c'est mal traduit en français, mais cette idée que les décisions politiques doivent être fondées sur les preuves scientifiques.
Sauf que ça, c'est suffisant, certainement, quand on est dans le domaine du risque, quand on est dans l'incertitude, voire l'ignorance. Évidemment, la preuve scientifique, elle n'est pas forcément complètement là. Et puis, l'incertitude est radicale. Donc, on a besoin d'une autre façon de penser un lien entre connaissance et action. Et également, la diversité des valeurs et des intérêts des groupes sociaux fait que finalement, il y a aussi un besoin d'impliquer une plus grande diversité de systèmes de connaissances et de valeurs, de groupes sociaux qui représentent des valeurs différentes dans ce lien entre connaissance et action et dans la décision publique. Alors, c'est là où on arrive aux sciences de l'anticipation avec différentes approches, qu'on parle de scénarios, de transition, de trajectoire. Évidemment, ces analyses, ces travaux scientifiques qui sont faits plus ou moins en interaction avec les acteurs, ils permettent de comprendre et d'analyser les dynamiques des socio-écosystèmes. Ils permettent aussi de comprendre les conséquences de différentes options technologiques ou comportementales. Pensez aux scénarios qui sont utilisés dans les travaux du GIEC. Ils permettent aussi de s'intéresser au processus de transformation. Et là, c'est en effet très, très important d'avoir les humanités et les sciences sociales pour mieux comprendre la transformation des sociétés. Mais ils vont aussi permettre à ces travaux d'explorer et d'ouvrir l'espace des possibles en engageant une plus grande diversité d'acteurs et de leur système de connaissances. Donc bien l'idée qu'il y a les connaissances académiques, mais les acteurs sont aussi porteurs de connaissances sur l'environnement et sur le lien entre l'environnement et leur dynamique sociale. Et puis ça peut être aussi pour renforcer, quand on interagit avec les acteurs dans des exercices de prospective, par exemple, ça va être aussi pour renforcer les capacités d'action collective, à la fois pour gérer l'incertitude, pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles trajectoires, des transitions vers un futur souhaitable. Donc, comme je le disais, dans les sciences de la durabilité, on a une place clé pour les acteurs sociétaux, non seulement pour comprendre les socio-écosystèmes et les problèmes de durabilité, puisque quand on définit les problèmes de durabilité, les problèmes ils se posent à des acteurs et il faut quand même leur demander comment ils définissent le problème, et on verra que sur le même territoire, pour un même problème, adaptation au changement climatique, les différents acteurs vont définir le problème de façon différente. Et puis aussi, c'est important de les impliquer pour anticiper, concevoir et développer des transitions, et aussi pour les évaluer, puisqu'il y a un rôle important de la recherche pour l'évaluation des transitions en cours. Donc, lier les connaissances scientifiques et les actions politiques, on va dire, ou les actions des acteurs privés d'ailleurs, il y a une diversité d'approches et une complémentarité entre ces approches. Mon propos, c'est pas de dire que tous les chercheurs doivent travailler avec les acteurs, que tous les chercheurs doivent faire de l'interdisciplinarité. Il y a vraiment une complémentarité. On peut penser à ce lien en termes de sensibilisation, informer sur la nature des problèmes, informer sur les options possibles et leurs conséquences. Évidemment, il y a un rôle de la recherche dans l'évaluation des options mises en œuvre. Et avec les acteurs, on peut davantage ouvrir l'espace des possibles, et parce qu'on va impliquer une diversité de systèmes de connaissances, une diversité de valeurs dans la définition à la fois des problèmes et des options pour le futur. Et puis c'est aussi très important ce dernier aspect, en travaillant avec les acteurs, les chercheurs finalement vont renforcer les capacités d'action des acteurs. En conclusion, quelques défis pour les sciences de la durabilité ou les sciences de l'anticipation, parce qu'en fait ça n'a rien de facile, mais vraiment rien. Il y a un problème éthique important, la place du chercheur. Je vous dis que c'est normatif et politique. Le chercheur, il se voit volontiers comme neutre et pas comme politique et agent du changement.
Donc ça pose quand même un certain nombre de questions et il faudrait davantage d'espace pour que les chercheurs puissent discuter de ce sujet. Épistémologique, hein, l'inter et la transdisciplinarité. Transdisciplinarité, c'est quand on travaille avec les systèmes de connaissances non scientifiques, donc avec les systèmes de connaissances portés par les acteurs. Des problèmes institutionnels, hein, comment former des chercheurs qui vont pouvoir travailler de cette façon, comment les évaluer de sorte qu'ils soient plus encouragés à le faire. Il y a une question aussi importante du local au global, hein, c'est-à-dire que à la fois pour la recherche, avoir plein de recherches sur des expériences locales, c'est super important, mais comment on remonte à un niveau supérieur, enfin, en termes d'échelle spatiale, hein, comment on généralise un peu, et ça se pose aussi pour les acteurs, c'est-à-dire une transition locale. Si elle est bonne que pour le local, mais elle fait des dégâts chez le voisin, eh bien, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et puis, on peut dire que ça va dans l'autre sens, hein, comment on va du global au local. Et bon, voilà, les travaux du GIEC et toutes les modélisations, parfois, ça pose des questions. Enfin, c'est pas complètement simple de voir ce que ça donne précisément au niveau local. Et puis, quand je vous ai parlé de scénario, de trajectoire de transition, de transformation, c'est plein de mots, plein de concepts utilisés par différentes disciplines. Ils parlent à peu près de la même chose, mais avec des termes et aussi des approches méthodologiques différentes. C'est bien, la diversité, ça crée de la richesse, mais il y a un moment peut-être qu'il faudrait quand même davantage parler ensemble pour s'enrichir. Voilà, je vous remercie.